L'information de 23 heures sur RT1. Madame, monsieur, bonsoir. Le sommaire de ce journal. La protection de l'environnement, la pollution plastique au centre d'échange entre le vice-président de la République et la secrétaire exécutive du programme des Nations Unies pour le développement. Une audience au palais de la présidence de la République rapportée dans ce journal. Ce jour, c'était la fin de l'Africa CEO Forum, le rendez-vous annuel du secteur africain, du secteur privé en Afrique, avec pour objectif de relever l'ambitieux défi de transformer les crises en opportunités rapidement et durablement. L'événement tenu à Abidjan a été rythmé de tables rondes stratégiques, de débats, d'experts, d'entretiens pour l'émergence de champions africains. Et puis les valeurs du continent africain s'exportent à Paris le temps d'une semaine dédiée au continent par l'UNESCO du 5 au 9 juin prochain. L'éducation, la culture et la science dans le développement des échanges intra-africains. L'événement fait la promotion du développement des échanges intra-africains. Bienvenue à tous. Voyons ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 6 juin 2023 à la signature d'un décret portant nomination de conseillers au Conseil constitutionnel. Ainsi sont nommés conseillers au Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans à compter du 27 juillet 2023. Madame Aimé Zébeyou, magistrat hors hiérarchie. Monsieur Richard Christophe Adou, magistrat hors hiérarchie. Monsieur Sébastien Yedo Latte, enseignant, chercheur en droit public agrégé des facultés de droit. C'est un communiqué signé à Abidjan ce mardi 6 juin du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. La Côte d'Ivoire contre la pollution plastique. Le pays accueille la célébration globale de la Journée mondiale de l'environnement. Pays hôte d'une journée cinquantenaire au sommet de l'État, il s'agit de s'enquérir des résultats des travaux menés ici en Côte d'Ivoire. Le vice-président recevait dans ce cadre la secrétaire exécutive du programme des Nations Unies pour le développement, le rapport de Awa Touré. Solution à la pollution plastique est le thème de la 50e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Une édition célébrée tous les 5 juin et dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte cette année. Abidjan devient ainsi la capitale mondiale de sensibilisation à l'environnement. Pour l'occasion, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement est reçue par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné. Les deux personnalités ont évoqué le combat pour la protection de l'environnement à l'échelle mondiale et surtout les efforts consentis par la Côte d'Ivoire. Et nous avons eu une opportunité excellente de briefer messieurs les vice-présidents sur les résultats de la journée et les travaux qu'on va faire d'ici au futur. En ce moment, le monde est engagé dans des négociations pour arrêter la pollution plastique. Et d'après les échanges qu'on avait eus aujourd'hui avec messieurs les vice-présidents, on est sûr que la Côte d'Ivoire va garder son leadership, non pas uniquement dans son pays, mais aussi au niveau régional et mondial pour aboutir à cet accord. Conformément à ses engagements pris lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat, la Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici 2030. Et voyons les actions menées dans le cadre de cette célébration mondiale. Les autorités ivoiriennes manifestent l'engagement du pays contre les déchets plastiques. Une action sur laquelle ils sont soutenus par les artistes qui proposent des solutions de recyclage du plastique par l'art. En témoigne cette exposition dans la commune d'Abobo au musée des cultures contemporaines. C'est avec Grace Kando. Musée des cultures contemporaines d'Abobo. Des objets d'art exposés, quoi de plus normal dans un tel lieu, mais vu de près, ils semblent bien particuliers. Ils sont faits à base de déchets plastiques. Des objets de décoration, des tableaux, mais plus surprenant encore, du costume confectionné à base de sachets d'eau et de grises de ventilateur. Cette tenue est dénommée le roi sachet d'eau. Je l'ai fait avec un tissu satin en bas et j'ai pris le sachet d'eau pour décorer tout le tissu.
Elle est faite dans le but de sensibiliser parce que l'heure est arrivée maintenant que nous puissions vraiment prendre soin de notre environnement. J'ai présenté une tenue qu'on appelle Mademoiselle O, une tenue qui fait 35 grises de ventilateurs, plus de 150 attaches avec un cumulus en caoutchouc. Pour moi, c'est ma manière de contribuer à la lutte contre la pollution plastique. De quoi séduire bien des visiteurs et même des membres du gouvernement. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, dont le thème cette année est « Solution à la pollution plastique ». Les artistes font beaucoup de merveilles avec les déchets plastiques. Et ces artistes-là ont besoin d'être soutenus parce qu'ils vont accompagner donc, le processus qui va être mis en place. Il y a une grosse initiative qui va être prise à partir de la Côte d'Ivoire pour adresser donc, la question des solutions à la pollution plastique. Et les artistes ont leur part à jouer. Des artistes savent aussi se prononcer sur des mots comme les déchets plastiques. Ils apportent aussi une solution autour du recyclage, une solution dans le cadre de la dénonciation, dans le cadre de la sensibilisation. La ministre d'État, Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, accorde une importance aux questions environnementales. La question environnementale est une question qui touche toutes les communes. Abobo n'est pas en reste. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes encore heureux, parce que ce serait l'occasion d'éduquer nos populations face à ce fléau qui menace aujourd'hui le monde entier. Des objets en plastique dans le cadre de l'exposition polymère à plastique, initiative de plusieurs artistes issus du musée des cultures contemporaines Adama Tungara. Et l'environnement était aussi un point focal de la deuxième journée de l'Africa CEO Forum. Les décideurs se sont exprimés sur le financement des énergies renouvelables. Les chefs d'entreprise veulent soutenir les initiatives dans ce secteur pour répondre aux défis du changement climatique, une crise majeure qui touche les pays du monde entier. C'est une réflexion sur laquelle s'est achevée cette édition 2023 de l'Africa CEO Forum qui s'est tenue à Abidjan. Et l'événement a aussi fait la promotion des potentialités et des opportunités du pays hôte, la Côte d'Ivoire, selon la vision du président de la République Côte d'Ivoire solidaire, une stratégie soldée par la signature d'un partenariat pour la redynamisation du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. C'est un contrat signé par la Société financière internationale et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le programme est rapporté par Lanciné Bakayoko. Ce protocole d'accord de service conseil signé avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est bâti autour d'un partenariat public-privé structuré par la Société financière internationale, SFI. Il s'agit d'une sorte de mémorandum d'entente qui devrait déboucher sur une offre conséquente de logements abordables. De cette façon, nous pensons aller très rapidement au-delà des 300 000, des 400 000 intentions de construction et à terme de pouvoir donc avoir suffisamment d'intentions de construction pour couvrir le gap de 600 000 logements. L'objectif est d'identifier un promoteur privé qui sera chargé de la conception, du financement, de la construction et de l'entretien des logements pendant une période définie. À l'évidence, la SFI travaillera en synergie avec les services de Bruno Nabagné-Koné dans la structuration et les appels d'offres en vue d'établir une approche commercialement viable. C'est à bon droit que la SFI souhaite financer ces privés-là dans un cadre qui soit le meilleur possible, le plus sécurisant possible pour l'investissement qui est réalisé et le plus attractif possible également de façon à avoir le maximum d'investisseurs. L'implémentation réussie de ce partenariat public-privé permettra de créer une nouvelle dynamique pour l'ensemble de la région ouest-africaine, confrontée à un déficit considérable de logements. Ce programme démarrera dans quelques mois. Voilà, un programme de portée nationale, tout comme les travaux à haute intensité de main-d'œuvre lancés la semaine dernière. Avant le démarrage de la prochaine phase au mois de juillet, les bénéficiaires au titre de l'année 2022 ont reçu leur pécule de service. C'était à Béoumi. Ce sont 70 jeunes qui ont reçu 120 000 francs CFA après 6 mois de mise en activité. Le reportage de Soro Corona. Les TIMO, Travaux à haute intensité à main-d'œuvre, est un programme mis en œuvre par le gouvernement afin de contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes Ivoiriens. À Béoumi, dans la région du Béké,
70 jeunes, après 6 mois de mise en activité, reçoivent leur subvention de 120 000 francs CFA pour le financement d'activités génératrices de revenus. Les chèques sont remis aux bénéficiaires par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, et les autorités locales. Le programme TIMO concerne les activités de salubrité, d'assainissement, d'embellissement ou de curage de caniveaux. Ces jeunes perçoivent une indemnité de mise en activité de 35 000 francs mensuels pendant 6 mois. À la fin de cette mise en activité, ils perçoivent 120 000 francs comme fonds de départ pour une activité génératrice de revenus. Les bénéficiaires exhortent les autres jeunes à s'approprier ce programme qui leur donne la chance de mener une activité génératrice de revenus. J'invite aussi à mes autres frères et sœurs d'essayer, c'est très bon, ça aide. Là, à chaque fois, tu vas aller demander si tu fais sortir, tu peux te débrouiller pour avoir quelque chose. Il faut économiser aussi pour pouvoir entreprendre à faire autre chose. Le ministre Sidi Touré salue le courage de ces jeunes et les invite à monter des petites entreprises en vue de leur autonomisation. Nous avons prodigué des conseils aux 70 jeunes bénéficiaires de ce dispositif ici à Béoumi, à l'effet de bien tenir leur entreprise de sorte à ce qu'ils ne reviennent plus prendre part à ce programme qui les a aidés pendant une certaine période et permettrait d'aider d'autres nouveaux jeunes qui sont en situation de fragilité. Et ceci est la marque effectivement de l'engagement du gouvernement ivoirien à travers le programme pour la jeunesse pour cette année 2023. Pour 2023, 15 900 jeunes de 200 localités vont bénéficier des travaux à haute intensité à main d'œuvre. Les TIMO 2023 seront financés à hauteur de 8 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Et il y a du nouveau au bureau du Sénat de Côte d'Ivoire. Le sénateur Ndoye Api Raymond du RHDP est promu vice-président de l'institution après renouvellement des instances de la Chambre haute du Parlement ivoirien au cours d'une session qui a délibéré sur 17 projets de loi, dont un portant sur la protection du patrimoine culturel national. Et notre culture s'exporte le temps d'une semaine à Paris, en France, à l'occasion de la Semaine pour l'Afrique au siège de l'UNESCO. L'événement qui court jusqu'au 9 juin a une dimension commerciale mais aussi économique pour la concrétisation de l'intégration africaine. On le voit dans cet élément rapporté par Eugène Atoubé depuis Paris. L'éducation, la culture et la science dans le développement des échanges intra-africains. C'est sous ce thème qu'est célébrée la Semaine de l'Afrique à l'UNESCO. L'intérêt que suscite l'événement, la mobilisation des États africains membres et la forte présence des acteurs de l'éducation, de la culture et des nouvelles technologies, tous exposants venus faire découvrir leurs talents au nom de leurs pays respectifs, mais surtout ce qu'ils peuvent apporter à l'Afrique, achève de convaincre de l'engagement de l'UNESCO à jouer un rôle majeur dans l'intégration africaine dans la perspective du développement du continent. Nous sommes toujours là pour accompagner l'Afrique vers sa transformation et pour réaliser le rêve des pères fondateurs d'une Afrique unie. Nous avons adopté une convention internationale et africaine aussi pour la reconnaissance des diplômes et pour la circulation de la recherche. Ce qui va faciliter, notamment sur le continent africain, que des jeunes Africains, avec leurs différents diplômes, puissent travailler dans d'autres pays et ainsi faciliter l'intégration. Sur des accents de fête, la Semaine africaine de l'UNESCO aura révélé le continent dans toute sa diversité. Pays francophones, anglophones, lusophones et arabophones à travers leurs exposants, chaque État avec son identité, ses particularismes et ses différences, a présenté ce qu'il peut apporter au reste de l'Afrique dans divers domaines. La Côte d'Ivoire, ce grand rendez-vous du partage, se présente comme un des États d'Afrique qui, au lendemain des indépendances, a choisi l'ouverture aux autres. La Côte d'Ivoire, justement, a présenté ses atouts et son potentiel à travers ses exposants, auteurs, artistes, peintres, mais également sa capacité à transformer les produits et son intelligentsia dans le domaine des nouvelles technologies. À l'exemple de cette start-up qui met l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Et cette start-up a été vraiment appréciée par d'autres pays qui ont souhaité que
ce modèle qui a été mis en place en Côte d'Ivoire et au Cameroun, pas mis ailleurs. Donc, vous voyez qu'à partir de cette semaine africaine, la Côte d'Ivoire va pouvoir rayonner dans d'autres pays. La semaine africaine préfigure un peu ce que nous voulons de la zone de libre-échange économique. La semaine de l'Afrique est le second acte de la semaine africaine 2023 à l'UNESCO. L'institution montre sa détermination à accélérer l'intégration africaine par la mise en œuvre effective de la ZLECA, zone de libre-échange continentale. La ZLECA, entrevue comme voie de développement et de progrès pour le continent africain. Et parlant de progrès, je vous propose à présent le dossier EcoPlus de la semaine sur les actions du Fonds d'investissement en milieu rural du Conseil Café Cacao. Ce fonds a vocation le financement d'infrastructures socio-économiques de base en milieu rural dans le but d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de café et de cacao et également de leur communauté. Depuis 2012, plus de 7 milliards de francs CFA ont été consacrés aux investissements pour la santé, l'électricité et même la fourniture en eau potable. Une somme d'initiatives décrite ce soir par Dangui Dangui. On regarde. Dispensaire de Anoumabou, 40 km de Guitry, dans la région du Logibwa. Ce nouveau-né qui pousse ses premiers cris auprès de sa mère sur ce lit d'hôpital flambant neuf est une image presque irréelle à Anoumabou. Ce gros bourg de producteurs de café et de cacao est resté durant plusieurs décennies sans infrastructure de santé. Construit en 2021 grâce au Fonds d'investissement en milieu rural, FIMR, géré par le Conseil du Café Cacao, le centre est aujourd'hui fréquenté par plus d'une dizaine de campements et de villages dans un rayon de 15 km, dispensant des prestations qui n'ont pas grand-chose à envier au centre de santé urbain. Un véritable motif de satisfaction pour les populations de cette zone cacaoyère. Nous sommes à 4 km de l'hôpital Tigba et c'était vraiment difficile. C'est venu vraiment à point nommé, c'est venu à temps pour que vraiment ça puisse. Il y a des campements qui sont à 10 à 15 km et c'est ceux-là qui venaient jusqu'à Tigba. Déjà avec le centre d'ici, le trajet est déjà, donc vraiment c'est une satisfaction. Un ouf de soulagement également pour les populations de Gbobrouya qui voient, elles aussi, leurs conditions de soins médicaux s'améliorer grâce à leur nouveau centre de santé. Il y a quoi, tu attends jusqu'à midi là pour venir à l'hôpital. Maladie ne prévient pas. Mais toi, tu dis depuis le matin, ça ne va pas. Donc, je suppose que très tôt, tu devrais être là. Gbobrouya, localité de la sous-préfecture de Gadouan, est située à 35 km de Daloa, l'une des principales zones pourvoyeuses du cacao et du café. Le Conseil du Café Cacao y a construit et équipé ce dispensaire avec logement d'infirmiers qui sert également de maternité. C'est le lit d'accouchement qui est là. Ce lit, normalement, c'est un lit de pré-travail. Mais comme nous n'avons pas assez de salles, on a mis les deux lits dans la même salle d'accouchement. Nous sommes planteurs et nous avons aussi des premiers soins qui se font traiter ici parce que quand on parle des premiers soins, nous avons des blessures au champ et quand il y a des situations, il faut effectivement venir au centre de santé. Il y a surtout les femmes, nous avons nos femmes, nos sœurs qui sont aussi ici. Dans la grossesse, en tout cas, elles viennent se traiter ici. Pour le Conseil du Café Cacao, plus aucune femme, encore moins celles qui sont issues de la communauté des producteurs de ces deux mamelles qui ont contribué à bâtir l'économie ivoirienne, ne doit plus mourir en donnant la vie. Le FIMR a ainsi reçu pour mission de financer la réalisation, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures socio-économiques de base en milieu rural dans le but d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de café cacao et leur communauté. De 2012 à 2022, 36 dispensaires ont été construits, 6 maternités ont été construites, 37 logements d'infirmiers ont été construits, 7 logements de sages-femmes ont été construits. Sans oublier qu'on a distribué près de 174 ambulances. Le tout
pour un investissement global de 7,774 milliards de francs CFA. Situé à quelques encablures d'Agboville, dans le canton de Chofo, le centre de santé d'Erimakouye 1 fait partie d'un lot d'une dizaine de centres de santé ruraux qui sont totalement achevés et qui seront mis en service au cours de la campagne cacaoyère en cours. C'est un choix pour la population de recevoir un centre de santé flambant neuf qui va leur permettre, au lieu de parcourir au moins 5 km pour aller à l'hôpital général, d'être déjà, avoir la possibilité d'être consulté et de voir les premiers soins d'ici avant d'être évacué de l'autre côté s'il y a besoin. Tout comme à Erimakouye 1, le centre de santé de Bissagé, à 30 km de Daloa, est achevé. En cours d'équipement pour être mis en service. Le chef du village a déjà reçu les clés du dispensaire et du logement de l'infirmier. Chaque année, nous réalisons environ 6 dispensaires ou maternités. Donc on a à peu près une dizaine de dispensaires qui vont ouvrir après leur équipement. Depuis longtemps, quand nos visiteurs arrivent, notre première demande, on demande le dispensaire parce que nous sommes un peu éloignés du goudron. Parce que les femmes sont en travail et puis on les transporte sur les motos pour aller. Renforcer le système sanitaire en rapprochant les centres de santé des producteurs de café cacao, d'autant plus que ceux-ci vivent généralement dans les zones reculées. Comme ici à Petit Boaké, un campement devenu village en pleine forêt à plus de 45 km de Broléquin, qui a bénéficié d'un centre de santé équipé. La particularité de ce centre, c'est qu'il est éclairé à l'énergie solaire. On peut donc y trouver le personnel soignant à pied d'œuvre en pleine nuit. Ne bénéficiant pas d'eau courante, le conseil du café cacao a doté ce centre d'une pompe hydraulique. La santé n'est en effet pas le seul secteur dans lequel intervient le fonds d'investissement en milieu rural. L'électrification rurale à l'énergie solaire, l'éducation, la réhabilitation des pistes de desserte agricole et l'appui au système de sécurité en milieu rural sont les autres domaines d'intervention de cet outil qui veut redonner sa dignité aux producteurs de café et de cacao. Et voilà, des initiatives de développement financées par le Fonds d'investissement en milieu rural du Conseil Café Cacao, une somme d'initiatives qui touche les communautés de producteurs au cœur même du monde rural de la Côte d'Ivoire. Et ce sont des actions qui viennent en appui à la politique gouvernementale de solidarité, comme celle que nous vous conterons à présent. Il s'agit de ce soutien à la famille du petit Silué Max Igor Mondésir, 10 ans, qui a perdu la vie à la suite de la pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan le jeudi 1er juin dernier. On le voit dans cet élément de Michel Lambeau. C'est ici, dans ce caniveau à ciel ouvert, au quartier Texas de Williamsville, que le petit Silué Max Mondésir a perdu la vie. L'élève de 10 ans en classe de CM1 a été emporté par les eaux de pluie le jeudi 1er juin dernier sous les regards impuissants des riverains. En train de s'amuser derrière là-bas, qui voulait passer là-bas. En même temps, il est tombé dans l'eau. Il était 3 personnes. Dès là, c'est sorti, mais on ne peut pas attraper ça, il est parti. Encore sous le choc, sa famille reçoit la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, venue lui apporter la compassion du gouvernement. On a perdu un chien, comme ça, quand le gouvernement vient à vos côtés, vous vous sentez moins seul. Donc ça nous donne un peu de confort pour pouvoir enterrer notre défunt. La saison des pluies. Saison de tous les risques. Belmondo Dogo appelle les populations à plus de prudence. En moins de 2 semaines, nous avons 5 décès d'enfants et ça fait beaucoup déjà. Et nous demandons aux parents d'être vigilants. Il faut continuer à sensibiliser, demander aux parents de veiller à ce que les enfants ne soient pas dans les rues. Demander aux parents qui sont encore dans les zones à risque de quitter ces zones-là. En synergie avec les mairies et le district d'Abidjan, il a été convenu de trouver des zones de recasement pour ces familles-là, le temps des pluies, et nous les invitons à se tourner vers les mairies et les districts pour quitter
ces zones-là. Parce que comme nous l'avons dit à l'entame de l'année 2023, notre souhait, c'est d'accompagner plus de ménages vulnérables que des familles sinistrées. 1 million de francs CFA pour soutenir la famille éplorée. Comme à Williamsville, les familles endeuillées par la pluie, à Faya, à Daloa ou encore à San Pedro recevront l'assistance du gouvernement. Toutefois, insiste la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, la prudence est de mise en cette saison pluvieuse. Oui, prudence en cette saison des pluies. Et dans la région du Poro, le schéma est également le même. Le ministère a apporté son soutien aux familles après la tornade qui s'est abattue sur le village de Namignon le 24 mai dernier, suivant ce reportage de Amy Sissoko. Le cri de cœur de Namignon a été entendu. Ce village de la sous-préfecture de Kabolodougou, à 17 km du Sinématiali dans le nord du pays, ravagé par la tornade faisant un mort et plusieurs blessés le 24 mai dernier, vient de recevoir du matériel pour sa reconstruction. 20 tonnes de ciment, 400 feuilles de tôle ainsi que des vivres et du numéraire, coût total 10 millions de francs CFA. C'est le don du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté aux familles sinistrées. Ces dons nous ont permis d'oublier cette soirée cauchemardesque que nous avons vécue. Vraiment, le président de la République nous a soulagés. Le sous-préfet de Kabolodougou, représentant la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, a traduit la compassion du gouvernement aux victimes. Avec lui, le représentant du ministre directeur du cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro, par ailleurs député de Sinématiali. L'État solidaire nous a visités à Namignon aujourd'hui avec tout ce que vous voyez comme don. Donc le ministre Sarasoro, au nom des populations de Sinématiali, tient à remercier le président de la République pour la promptitude avec laquelle l'État de Côte d'Ivoire est venu au secours de Namignon. C'est un message vraiment de prudence que je lance à l'égard de nos populations, de prendre soin quand même de leur environnement immédiat pour éviter d'éventuels dégâts qui pourraient être causés encore par les fortes pluies qui s'annoncent encore vraiment dans notre région. Les autorités ont rassuré Namignon de l'appui constant du gouvernement. Elles ont également salué l'élan de solidarité des familles d'accueil des victimes en attendant la réhabilitation de leur domicile. On apporte des ressources, mais aussi on apporte la vie à travers une opération de don de sang le 30 mai dernier. C'est une initiative des formateurs stagiaires de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Le reportage de Amidiara Souba et Didier Nguessan. 200 étudiants stagiaires donnent de leur sang pour sauver des vies. Ils sont de l'association des formateurs stagiaires de l'enseignement technique. Cette association répond favorablement à l'appel du Centre national de transfusion sanguine qui a besoin de 250 000 poches de sang par an. Donner son sang, c'est sauver la vie. Et nous, en tant qu'étudiants, sinon stagiaires de l'IPNET, il est bon pour nous de donner la vie à ceux qui en ont besoin. Donc nous leur offrons ce sang pour que ceux qui sont les plus démunis puissent en bénéficier. Cet acte s'inscrit dans la vision de la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire, c'est chacun apporte ce qu'il peut à l'autre. Et actuellement, nous avons la chance d'avoir des étudiants en bonne santé, très motivés pour apprendre. Et probablement de l'autre côté, il se trouve des gens qui ont besoin d'assistance de poches de sang. Et donc, il est très important d'être solidaire, comme le réclame le premier responsable de notre pays, le président de la République. Cette action vient ainsi contribuer à combler le déficit sanguin en Côte d'Ivoire, qui est de l'ordre de 90 000 poches de sang par an. Et nous partons à présent sur la route d'Assini Mafia, pas pour des vacances, mais pour constater le rétablissement de la circulation après la fissure de la voie constatée hier. Un passage temporaire a été créé en urgence pour la reprise du trafic sur la voie du kilomètre 4. Des travaux d'envergure sont prévus par la Géroute, dont le directeur s'exprime d'ailleurs dans ce reportage de Mahama Traoré. Presque 3 heures du matin ce mardi, la circulation est enfin rétablie au niveau du kilomètre 4 de l'axe Assoindé-Assini. Soulagés, les automobilistes qui attendaient depuis des heures de part et d'autre de la voie peuvent enfin circuler.
Leur calvaire a débuté aux alentours de 18h ce lundi lorsqu'un point de fissure a fini par affaisser cette partie de la route. Un témoin raconte les faits. Au début, c'était comme ça, un petit trou. Maintenant, après, regardez, vous allez voir que le sable va commencer à se casser. C'est comme ça s'est cassé. Donc, on a commencé à barrer la route, ne pas que les véhicules n'ont qu'à passer à vitesse, quoi. Donc, du coup, l'eau a commencé à bouffer un peu en bas du goudron. Après, c'est le sable qui est en bas. Donc, l'eau a commencé à bouffer quand on a vu que même là, c'est dégradé. Personne ne peut passer. Aussitôt saisi par le maire d'Assini Mafia, l'agence de gestion des routes, AGERoute, se déploie sur les lieux en début de soirée. La situation est évaluée et prise en main avec le concours d'une entreprise. Il y avait un ouvrage qu'on appelle une batterie de bus qui était à cet endroit. Malheureusement, cette batterie de bus-là s'est affaissée. Donc ça fait environ 33 ans que cette route est mise sous circulation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le premier événement de ce genre que nous notons. Donc ça n'a rien à voir avec des travaux qui ont été réalisés auparavant ou des travaux qui seraient de qualité, comment le dire, douteuse. La route a été coupée, certes, mais l'eau, en cherchant sa voie, avec quelques habitants qui étaient en danger. C'est aussi pour cela que nous avons fait appel aux sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent venir sur le site pour donner les conseils d'usage et appréhender avec nous les risques qu'il faut maîtriser. Après plusieurs remblais de sable, le ruissellement d'eau est freiné. La fissure colmatée, des chargements de gravier sont versés. Un passage temporaire vient ainsi d'être créé. Le temps d'entreprendre un chantier conséquent afin de réparer la section endommagée. Côté lagune, il y a un certain nombre de bâtis qui sont sur le chemin de l'eau. Malheureusement, on sera obligé de reconstituer ces passages-là. Donc, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont connaître des désagréments. Mais nous allons le faire en accord avec la mairie d'Assini pour que notre route soit préservée. Les travaux de réparation du passage fissuré se feront sur plusieurs jours. La circulation, elle, se fera de manière alternée sur le passage temporaire. Les automobilistes sont appelés à plus de vigilance. Un autre sujet à présent, le comité des Amis Cana de Côte d'Ivoire ont célébré la 5e édition de la balade canine. Il s'agit d'un événement pour renforcer les liens entre les chiens et leurs maîtres, suivant ce rapport de Hamidi Rassouba et Didier Nkessa. Le comité des Amis canins de Côte d'Ivoire célèbre ses 5 ans d'existence. 5 ans au bout desquels le bilan des années écoulées a été dressé, à savoir la prise en charge adéquate des canins du district d'Abidjan et leur identification. C'est la passion que j'ai pour le métier vétérinaire qui m'a donné aujourd'hui ce. Je suis satisfait et bon, c'est une motivation à faire mieux, quoi. C'est tout d'abord la qualité du travail, la constance dans le travail et puis la qualité des chiots. Le comité défend les droits et bien-être canin. Les gens n'avaient aucune bonne information. Il n'y avait personne qui expliquait et quand on partait chez le vétérinaire, c'est que c'était pour un problème sanitaire. L'animal est malade. Et on peut dire aujourd'hui que le milieu est sain. Et donc il fallait nous faire un point, dire aux Ivoiriens là où nous sommes aujourd'hui et puis dire les objectifs que nous visons. Au cours de cette célébration, plusieurs trophées ont été remis à certains acteurs pour leur attachement en faveur de la cause canine. Voilà une incitation à prendre soin des animaux qui nous entourent. Passons à l'actualité à l'international avec la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine qui a provoqué ce mardi des inondations dans les zones alentours. La centrale hydroélectrique est un endroit stratégique qui alimentait en eau notamment la péninsule annexée de Crimée. La situation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, située à 150 km en amont, inquiète aussi. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a convoqué un conseil de sécurité nationale d'urgence. Il annonce des conséquences terribles sur la vie des gens et sur l'environnement. Et jusque-là, Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de l'attaque de ce barrage. Ce point referme cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI Info.